Le chapitre 7 de Lorcana, l'île d'Arcasia, vient d'introduire plusieurs nouvelles mécaniques de jeu. Les cartes bicolores, la capacité de dissipation et la classification illusion. Comme beaucoup de joueurs et de joueuses, je suis très curieuse de voir ce que cela va donner. Mais personnellement, je me pose une question. Est-ce que cela va parfaitement s'intégrer au jeu, ou est-ce qu'une fois l'effet de nouveauté passé, elles seront complètement délaissées par les joueurs? Non, parce que des mécaniques qui ont franchement pas trouvé leur place au sein du jeu, il y en a déjà eu. Et j'avais envie de faire un petit retour en arrière pour essayer de comprendre pourquoi on ne les voit pas, ou plus dans le cas de certaines. Bonjour à tous, je suis Nightmare, et aujourd'hui on va parler de 3 mécaniques de Lorcana qui ont bidé. Numéro 1, soutien. Les personnages de Lorcana peuvent avoir de base ou par effet des capacités spéciales. Toutes sont très intéressantes à exploiter. Charge te permet de défier avec un personnage qui vient d'être invoqué. Insaisissable protège tes personnages de toutes les attaques venant de personnages qui n'ont pas cette capacité. Hors d'atteinte protège tes personnages de tous les effets de cartes adverses. Résistance te permet de tanker plus de dégâts, etc., etc. Mais il existe une capacité que tout le monde ignore quand il s'agit de choisir comment monter son deck. Et cette capacité, c'est soutien. C'est une capacité spéciale qui, lorsque tu envoies un personnage à l'aventure qui possède cette capacité, permet de transférer la force de ce dernier sur un autre personnage que tu possèdes. Par exemple, admettons que j'ai sur mon bord un Philoctète, entraîneur de héros, qui a soutien, ainsi qu'une Kida Atlante qui ne possède aucun effet. En envoyant mon Philoctète à l'aventure, je peux utiliser sa capacité soutien pour que, sur le reste de ce tour, ma Kida obtienne un boost de force équivalent à la force de mon Philoctète. Une capacité parfaite qui permet facilement de venir à bout de n'importe quel personnage adverse en concentrant toute la force de ton bord en un point, et ce tout en progressant vers l'objectif principal du jeu. Problème, tout le monde s'en cogne royalement des soutiens. En dehors de formats spéciaux comme le draft ou le scellé, des formats de jeu donc où tu ne choisis pas entièrement les cartes avec lesquelles tu construis ton deck, c'est la capacité de Lorcana qui est tout simplement ignorée. À tel point que lorsqu'une carte avec soutien est régulièrement jouée, le fait qu'elle ait cette capacité est plus un bonus à utiliser si la situation nous arrange plus qu'autre chose. Personne ne joue Chicha Maman Dévouée parce qu'elle a soutien, mais parce qu'elle est un parfait moteur de pioche dans un deck ramp. Personne ne joue Wendy Darling Autorité sur Peter Pan parce qu'elle a soutien, mais avant tout parce qu'avec 3 de force, hors d'atteinte et 2 éclats de l'or, c'est une carte sur laquelle ton adversaire est quasi obligé de suicider un personnage pour t'empêcher de prendre trop d'avance. Personne ne joue Maximus Cheval du Palais parce qu'il a soutien, mais avant tout parce qu'il a rempart avec des stats particulièrement énervés. Personne ne joue la Pierre du Dragon parce que... Non, juste parce que c'est une carte qui est complètement flinguée. On peut expliquer ce non-intérêt pour le soutien car les deux couleurs dans lesquelles on peut retrouver cette capacité proposent des dynamiques plus intéressantes. Ambre a beaucoup de cartes qui favorisent le champ avec les mélomanes, la protection avec les remparts et le soin. Et Saphir a beaucoup plus de cartes qui favorisent le ramp, les stratégies autour des objets et le hors d'atteinte. Et soutien nage au milieu de tout ça pour pallier les faibles niveaux de force de beaucoup de personnages, mais sans jamais véritablement s'intégrer au reste. Et jusqu'à présent, même avec des cartes théoriquement intéressantes pour construire les stratégies avec, soutien est la seule capacité à être reléguée au second plan de la sorte. Numéro 2, les alters alternatifs. Voici comment fonctionne la capacité alter. Si je possède un personnage sur mon bord, je peux utiliser la capacité alter d'un personnage du même nom que j'ai en main pour réduire son coût d'invocation. En échange, au lieu de l'invoquer normalement, je vais le superposer sur mon personnage déjà en jeu. Et puis le chapitre 4, le retour d'Ursula, a débarqué et s'est dit hey. Et si on proposait de nouvelles manières de jouer les alters? Oui, le chapitre 4 parle comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ce genre de cartes. Alter défausser un lieu, alter défausser une chanson, alter défausser un objet, tout un petit set de personnages qui proposent une alternative pour s'altérer. Et spoiler, ça a été un flop absolu. Pourtant, certaines ont des effets intéressants, comme Aladdin qui peut servir de bon contre à des decks objets, ou Ursula qui est un bon contre à des decks chansons. Mais ça n'a jamais été joué car... défausser des cartes spécifiques, c'est pas viable comme stratégie. Ça implique de se séparer de cartes qui peuvent te permettre de reprendre l'avantage ou de développer ta stratégie, comme les objets ou les chansons, ou des cartes que de base tu joues pas énormément, comme les lieux. Le pire, ce doit être Flotsam et Jetsam, qui pour être joué via la capacité alter, te demande de défausser 2 cartes. 2 cartes! À quel moment tu peux te dire que c'est viable de jeter 2 cartes, tout ça pour invoquer plus rapidement un personnage, mais qui fait rien de spécial en plus? Et à l'inverse, une seule de ces cartes a véritablement été jouée, Diablo, Messager dévoué. Elle s'altérait en défaussant une carte action, donc la manière la plus versatile de défausser car cela englobe action et chanson. Elle possède insaisissable et te permet de piocher en même temps que ton adversaire du moment qu'elle est épuisée. Un excellent moteur de pioche donc, et quand elle est sortie, elle s'est retrouvée au cœur d'une des stratégies les plus puissantes du jeu.
Tu commençais par jouer un Diablo espion maléfique qui te permettait de connaître la main de ton adversaire. Puis, autour d'eux, tu jouais Bucky, professeur de Squeak, qui fait défausser ton adversaire à chaque personnage Floodborn que tu joues. Puis, toujours autour d'eux, tu altérais ton Diablo en défaussant une action. Comme celui-ci devenait Floodborn, tu faisais défausser ton adversaire, et tu pouvais envoyer sereinement ton Diablo insaisissable à l'aventure pour pouvoir piocher en même temps que ton adversaire durant son tour. Puis tu pouvais jouer des cartes comme la Fée Bleue qui te permettait de piocher encore plus en jouant d'autres personnages Floodborn, ou bien tu jouais Turbo qui te permettait de gérer les objets adverses. De la pioche, de la défausse adverse, une protection parfaite du bord, de la gestion d'objets, et tout ça pouvant être rapidement mis en place. Ça a été une stratégie tellement toxique que c'est la seule fois, pour le moment, que Lorcana a créé un errata à cause du jeu. Pas sur le Diablo, mais sur le Bucky. Ah, quand on voit ce qu'il est devenu, ça fait mal. Ça a tué la stratégie dans l'œuf, et si Diablo Messager Dévoué tient encore un peu la route, étant donné qu'il reste une carte très forte, il n'est clairement plus aussi puissant qu'à sa sortie. Mais ça n'a pas été la seule expérimentation du retour d'Ursula qui a flop. De la même manière, on a eu droit à... Numéro 3, à l'unisson. Autre expérimentation du chapitre 4, donc, ce sont les chansons bien précises baptisées à l'unisson. Le concept des chansons, c'est que ce sont des actions que tu peux activer en payant leur coût d'invocation, soit avec des encres, soit en engageant un personnage avec un coût d'invocation supérieur ou égal à celui de la chanson. C'est pour ça que c'est un des types de cartes les plus puissants. C'est très facile de jouer avec et ça te permet de jouer un peu plus que ce que le jeu ne te permet de faire en théorie durant ton tour. Et donc le set 4 a essayé une petite variante avec là encore tout un set de chansons pouvant être chantées par plusieurs personnages en même temps. Le problème, c'est que ça a donné naissance à des cartes intéressantes sur le papier, mais beaucoup trop gourmandes pour être intéressantes à jouer en vrai. 7 de coups d'invocation, 8 voire 10 de coups d'invocation et non ancrables pour les plus gourmandes en plus. C'était juste injouable. Des cartes mortes dans ta main qui, de par leur coût d'invocation astronomique, ne peuvent plus vraiment être jouées de manière conventionnelle. En misant tout sur le fait de pouvoir être chantées par plusieurs personnages, ces chansons ont perdu de leur fameuse versatilité, d'où l'échec cuisant de cette stratégie. Surtout que des alternatives plus intéressantes et surtout plus jouables étaient là avant ou ont débarqué juste après. Pourquoi jouer On est une famille quand tu peux jouer C'est la fête? Pourquoi jouer la deuxième étoile sur la droite quand tu peux jouer Mes amis de l'au-delà? Pourquoi jouer Creuse encore et encore quand tu peux jouer Vision de l'avenir? Pourquoi jouer Tous avec moi quand tu peux jouer... Je sais pas moi, quand soudain sur Zeus, tuons la bête, un roi incontesté? Sur les 6 cartes de ce genre, il n'y en a que 2 qui ont réussi à véritablement trouver une place au cœur de certains decks. Tout d'abord, la vie d'un pirate. Probablement car il est la seule à être assez équilibrée. Une carte qui ne coûte que 6 à l'invocation tout en étant ancrable et pouvant être chantée par plusieurs personnages. Elle est pile dans cet équilibre qui lui évite de devenir trop inaccessible. Et puis son effet permettant de voler 2 éclats de l'or à l'adversaire peut, selon ta stratégie, être un élément clé pour remporter la partie. Et la seule autre carte qui a su se faufiler au cœur de certaines stratégies de la méta, c'est Sous l'océan, qui permet de renvoyer sous la pioche tous les personnages adverses avec une force de 2 ou moins. Sous la pioche. Là où ton adversaire ne peut plus y toucher. Mais même là, d'autres cartes plus facilement jouables, comme Pour les hommes ou Ne parlons pas de Pruno, sont peut-être plus intéressantes, pas aussi fortes, mais permettant d'obtenir à moindre coût un résultat tout aussi efficace, pour peu que le coup soit réfléchi. Retirer aux chansons tout leur intérêt de choix dans la manière de les jouer, c'était une erreur que même les decks mélomanes, donc des decks pensés pouvoir rapidement chanter un peu tout et n'importe quoi, ont juste purement et simplement ignoré. Personne n'en voulait. Et à titre personnel, avec du recul, je pense que c'était tout simplement une mauvaise idée. Cela dit, ce n'est pas parce que ces idées sont mauvaises qu'elles sont sans intérêt. Un jeu qui n'évolue pas, c'est un jeu qui est assuré de mourir, et c'est pour ça que je trouve ça cool que Lorcana expérimente quitte à se planter. Au moins ça a permis d'essayer de nouvelles mécaniques et de mettre en lumière certaines choses qui ne peuvent pas fonctionner. D'ailleurs, dans cette nouvelle extension, on peut découvrir une nouvelle manière de jouer autour des alters, avec Baymax Robot Géant qui a un alter universel, et Ouragan Chien Prodigieux qui ne peut s'altérer que sur des personnages chiots. Des manières plus intéressantes de complexifier cette capacité et multiplier les possibilités tout en la laissant accessible. Alors qui sait, peut-être que d'autres mécaniques seront retravaillées et verront à nouveau le jour dans un prochain chapitre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet dans les commentaires, c'est toujours très intéressant de pouvoir débattre avec vous. Et en attendant, likez, partagez et jouez le deck qui vous plaît. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!